Perspective, le podcast de l'UJIC CGT, Clément Olivier. Il faut arrêter de diaboliser le Rassemblement national. Ils sont installés dans le paysage politique de manière durable et de manière forte. C'est ce que martelait début septembre Bruno Millienne, le porte-parole du Modem sur France Info. Et de poursuivre, ils ont 11 millions d'électeurs. Nier ce fait, c'est comme nier la dette de la France. Énoncé intéressant, en ce qu'il justifie une position principielle par un recours à l'idée de réel, comme si l'on pouvait comparer les finances publiques et le nombre d'électeurs du RN parce qu'il s'agirait de données immuables auxquelles on ne peut rien, qui parlent d'elles-mêmes et ne nécessitent pas d'interprétation ou de problématisation politique. Il faut dire néanmoins que malgré, disons, la non-victoire du Parti Le Peniste aux dernières législatives, c'est bien lui qui a obtenu le plus de voix au premier comme au second tour du scrutin. Alors, plus que d'interprétation morale, on préférera effectivement ici s'interroger sur la façon dont se décompose ce vote et son évolution, quelles motivations et expériences sociales le déterminent, quelles idées et quelles rhétoriques sont mises à l'œuvre, et que peut face à cela le syndicalisme dans sa pratique ancrée dans le concret du travail et du collectif. Vous écoutez Perspective, le podcast de l'UJIC CGT, depuis la fête de l'UMA pour plusieurs émissions spéciales. Bienvenue. Juste à côté donc du forum social à la fête de l'UMA où l'on a posé nos valises et avec deux invités que je suis très heureux de recevoir autour de ce petit plateau mobile. Félicien Faury, bonjour. Bonjour. Politiste, sociologue, vous êtes chercheur postdoctoral au CESDIP et vous êtes particulièrement sollicité sur cette fête de l'UMA suite à votre livre évidemment paru au printemps dernier au Seuil, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite. À côté de vous, Emmanuelle Lavignac, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UJIC CGT et membre de son collectif Lutte contre les idées d'extrême droite. Et vous avez récemment produit une note qu'on va un peu éplucher, Emmanuelle, de l'UJIC pour analyser les dernières élections avec un angle syndical. Merci beaucoup à vous deux de prendre le temps de cette émission. Emmanuelle Lavignac, partons de votre lecture de ces dernières législatives. Peut-être plusieurs éléments importants, notamment selon le niveau de diplôme, les catégories socio-professionnelles telles qu'elles sont définies par l'INSEE, l'âge, le vote des femmes. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, le résultat des élections législatives, c'est effectivement un phénomène, une nouvelle grave. Donc, je tiens quand même à souligner l'urgence de ce qui se passe, parce que quand on regarde le premier tour, on s'aperçoit que s'il n'y avait eu qu'un tour pendant ces élections, le RN est majoritaire à peu près partout. C'est une carte bleue assez effrayante. Grâce au Front populaire, évidemment, on a réussi à bloquer la majorité absolue, mais on ne peut pas nier qu'il va falloir faire un travail de fond, un travail à la fois pour assurer au niveau du Parlement une représentation de la gauche ou du nouveau Front populaire, où on verra bien comment il s'appellera en 2027, mais par rapport aux présidentielles ou législatives, mais en tout cas il faut un travail. Et en dehors du politique, nous syndicalement, on est absolument partie prenante de ça, parce que nous sommes les premiers interlocuteurs dans le monde du travail en fait. C'est la question que je voulais vous poser, pourquoi vous vous préoccupez de ça en tant que syndicaliste ? Parce que, donc, comme je le disais, dans le monde du travail, à partir du moment où les travailleurs ou les travailleuses commencent à avoir un problème d'ordre social, que ce soit de revenus, de pouvoir d'achat, de tout ce que vous voulez, un problème avec l'employeur, c'est évidemment les syndicats qui viennent voir. Et nous, on est vraiment le premier accès à cette contestation sociale qu'on voit bien, qui quand même, on parlera, je pense, après des motivations du vote RN. Et nous, cette contestation sociale, c'est de notre, j'ai envie de dire, responsabilité, devoir, de le changer de principal, on va dire, responsable. Parce que pour l'instant, ce qu'on voit dans ce vote-là, c'est que la cible de la colère, c'est ça ? La cible de la colère aujourd'hui, ce sont les immigrés, les immigrants, voilà. Et donc nous, on a un travail vraiment social et important à faire. Donc effectivement, on a fait du coup un état des lieux, un petit bilan à partir du premier tour des élections législatives et aussi des élections européennes, pour voir un petit peu les reports de voix. Bon, c'est un bilan un peu plus assez conséquent. Bon, je ne vais pas parler dans le détail de tout ça. Mais pour voir déjà au niveau social, dans les catégories professionnelles, comment est-ce que ce vote s'est développé. Alors, en ce qui concerne les ICTAM, les ingénieurs cadres, techniciens, agents de maîtrise dont l'UJIC s'occupe, on a une progression, pas seulement chez les ouvriers, aussi chez les cadres. Il y a à peu près 21% des cadres qui ont voté RN, ce qui est quand même conséquent. Les professions intermédiaires,
vous avez 31% des professions intermédiaires qui ont voté RN, 35% pour NFP. Donc on va dire que le vote NFP est encore un petit peu majoritaire sur les catégories cadres et professions intermédiaires. Mais dans les professions intermédiaires, moi ce que j'appelle un peu des professions bascules, on est quasiment à touche-touche, je dirais, avec le RN. Donc on a absolument besoin d'aller voir ce qui se passe et d'aller parler à ces gens-là. Et c'est là qu'on est dans le champ en fait de l'UGICT. C'est plutôt effectivement de ces couches sociales et de ces catégories socio-professionnelles qu'on va s'intéresser ici. Non pas parce qu'on ne s'intéresse pas aux ouvriers, simplement parce que c'est hors du champ de l'UGICT. Les autres facteurs marquants, Emmanuelle Lavignac? Alors après, évidemment, il y a un facteur marquant sur le vote NFP, c'est l'âge. Notamment la tranche 18-24 ans qui a voté majoritairement NFP. Il y a aussi la tranche, l'indicateur, on va dire, sur le lieu de résidence, donc plutôt un vote urbain, etc. Mais il faut toujours se méfier un peu des études quantitatives, parce qu'on s'est basé surtout sur les études qui ont été faites par Ipsos et Cevipof. Ça donne des données, c'est toujours intéressant, mais après les explications, on a besoin de sociologues notamment pour développer. C'est bien pour ça qu'on a invité Félicien Faury. Donc l'âge, j'ai envie de dire pour le coup, le RN à l'opposé, c'est que la tranche d'âge qui a le plus voté RN, c'est 50-59 ans. J'ai envie de dire même avec un âge bascule de 45-49. Et moi, je tiens à dire que si on compare par rapport aux indicateurs sociaux, en taux d'emploi, plus de 80% des salariés sont de la tranche 45-59 ans. Donc il y a aussi un intérêt d'aller voir aussi ces tranches d'âge-là. On a dans les diplômes donc le vote NFP plutôt à partir des bac plus 3, ça bascule. Plus on monte en diplôme et plus on vote NFP ou gauche si vous voulez. Et effectivement, moins on a de diplôme et plus on est attiré par le vote RN. Et il y a aussi une différence. Les salariés du privé, donc majoritairement ont voté RN, il faut quand même le savoir, pour nous c'est quand même assez inquiétant. Mais dans le public aussi, ça reste encore un peu un vote à gauche, mais toujours pareil, on est sur du 35% salariés du public qui votent encore NFP et une montée du Rassemblement national. Donc moi, juste pour finir sur ça, nous, notre principal... Avant de passer à l'action, on avait besoin de faire un état des lieux, d'accord, pour pouvoir aller voir déjà activer les bases syndicales là où on est, pour essayer d'aller voir là où on a des manques, d'accord, pour rencontrer parce que ces salariés, parce que le pari qu'on fait, c'est que s'ils se syndiquent, donc en fait c'est développer la syndicalisation, on fait le pari quand même qu'ils vont se détacher du vote RN parce que c'est pas du tout ce qu'on porte et ça nous permet de remettre vers le vrai responsable des difficultés des salariés notamment sur le pouvoir d'achat qui est quand même le capital et le patronat. Pour l'instant, c'est complètement, ça passe dans tout ce qu'on voit dans les sondages, les gens ne parlent pas, il y a un problème, il faut changer le système économique, ils n'y croient pas je pense. Et donc ils attaquent les immigrés. Félicien Faury, vous analysez vous les choses en termes de conditions sociales, c'est-à-dire on va dire, est-ce que ça vous irait si on dit que c'est le croisement du politique et du social, ou en tout cas le politique comme une expression du social dans un moment donné, c'est pas quelque chose de figé. À partir de votre enquête, comment vous voyez la situation actuelle et l'analyse qu'en fait Emmanuelle Lavignac? Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, moi je suis sociologue et politiste et j'insiste souvent sur le fait que je suis sociologue du politique, c'est-à-dire que l'enjeu c'est toujours d'expliquer les phénomènes politiques, en l'occurrence les phénomènes électoraux, comme des phénomènes sociaux, c'est-à-dire qui ne peuvent être compris qu'en s'intéressant aux conditions matérielles et symboliques des individus. Et souvent le vote, c'est l'expression sous contrainte d'une offre politique donnée, l'expression de goûts et de dégoûts sociaux et d'affinités et d'hostilité sociale également vis-à-vis d'autres groupes sociaux. Et voilà, c'est ça moi qui m'a intéressé, c'est comment les individus perçoivent leur propre place dans la société par rapport aux autres groupes et comment ils votent plus ou moins en fonction de cela. Et dans mon travail, j'ai notamment beaucoup insisté sur ce que vous appelez les professions bascules. J'aime beaucoup ce terme parce que il y a vraiment un enjeu également électoral à ce niveau-là, parce que les professions intermédiaires, les petites classes moyennes, moi j'ai beaucoup insisté sur les petites classes moyennes plutôt du privé, qui sont propriétaires de leur logement, mais qui peuvent être en situation de fragilité sur d'autres aspects. Mais c'est souvent des professions, des groupes sociaux qui, localement, peuvent avoir une certaine autorité
vis-à-vis d'autres groupes qui sont moins dotés en capitaux. Et donc, ils ont une grande importance dans le fait que le vote RN soit ou non valorisé. Et qui ont des problématiques, on va dire, économiques, mais pas sur l'emploi. Ça va être ça. Hein. Ça, c'est un des enjeux sur lequel j'insiste, c'est que effectivement, les personnes que j'ai rencontrées ne se sentent pas fragiles eux-mêmes sur le marché du travail. C'est-à-dire l'immigré menaçant, parce que c'est souvent cette figure qui revient. L'immigré menaçant, c'est pas l'immigré qui travaille et qui donc vient nous voler notre emploi, pour le dire ainsi, mais ça va être justement l'immigré et souvent la famille immigrée qui ne travaille pas, mais qui du coup va toucher les allocations, entre guillemets, etc. Et donc, les enjeux de concurrence vis-à-vis des immigrés, ça va moins jouer sur le marché du travail stricto sensu, contrairement à d'autres segments plus précaires de l'électorat lepéniste. Mais là, pour ces segments-là, ça va moins être sur le marché du travail, mais sur d'autres enjeux, sur d'autres scènes sociales, notamment la scène fiscale, avec un ressentiment fiscal qui est très important, la scène résidentielle, qui là aussi, c'est des personnes qui ont accédé à la propriété, mais qui voient leur quartier se dégrader, etc. Donc c'est des enjeux très importants. Et aussi autour de la question des enjeux que j'appelle de reproduction sociale, c'est-à-dire les enjeux notamment qui touchent aux services publics, l'école, l'hôpital, où on va avoir l'impression à la fois d'une dégradation des services publics, avec tout un ensemble d'évitements de recours privés qui sont de plus en plus importants. Et dans cette dégradation vis-à-vis du service public, les minorités ethno-raciales, comme on les appelle en sciences sociales, vont souvent être considérés comme des concurrents illégitimes justement dans l'accès à ces ressources communes. Ça explique aussi le vote des femmes, ça vous pensez ? Effectivement, c'est ce que vous semblez dire dans le livre. Oui, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. C'est un résultat assez connu qui est donc ce qu'on appelle en sociologie électorale le gender gap. Donc pendant très longtemps, le vote d'extrême droite était davantage un vote masculin. Et notamment en France, ça s'est réduit jusqu'à complètement s'annuler. En tout cas pour le vote pour Marine Le Pen. Pour le vote pour Éric Zemmour, par exemple, en 2022, c'était pas du tout le cas, c'était un vote très très masculin. Mais pour le vote pour Marine Le Pen, on a un rattrapage considérable du vote des femmes. Et actuellement, il y a autant d'électrices, voire plus, que d'électeurs qui votent pour Marine Le Pen. Oui, là, de la part d'Éric Zemmour, c'était même presque, on pourrait dire, un faux pas stratégique. C'est-à-dire quand on se met à dos la moitié de la population, il ne faut pas tellement s'attendre à ce qu'elle vote pour nous. Chez Marine Le Pen, il y a une stratégie justement de normalisation. Ça fait partie de ça, ouais. Exactement. Et les raisons du vote féminin pour Marine Le Pen, c'est évidemment multifactoriel. Il y a premièrement un effet Marine Le Pen lui-même, c'est-à-dire c'est une personne qui est moins viriliste et qui développe moins d'enjeux masculinistes que son père, Jean-Marie Le Pen. Et la stratégie de normalisation, c'est aussi une stratégie de dévirilisation, on pourrait dire. Mais il y a aussi d'autres enjeux plus structurels. Il y a premièrement le fait qu'il y a de plus en plus de précarisation sur les emplois dits du care ou de service et d'aide à la personne, qui sont des emplois féminins. Donc les emplois qui sont précarisés, c'est plus seulement les emplois ouvriers qui étaient beaucoup plus masculins, mais aussi de plus en plus des emplois féminins, ce qui peut nourrir le vote RN. Et enfin, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'effectivement moi j'ai beaucoup travaillé sur ces enjeux de reproduction sociale, il y a la question de l'école et des services publics. Et quand on sent que l'école se dégrade et qu'on a peur pour ses enfants, ou bien que l'hôpital se dégrade et qu'on a peur pour des enjeux de santé, ce sont des domaines qui, encore actuellement dans notre société, sont davantage pris en charge et sont plus inquiétants pour les femmes et notamment pour les mères que pour les pères de famille. Et notamment le vote RN chez les mères de famille, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup qui se noue autour de cette question scolaire et des inquiétudes scolaires et qui peut expliquer le vote, ce rattrapage des femmes pour le RN. Emmanuel Lavignac. Oui, tout à fait. Effectivement, quand on a fait l'étude sur le bilan du vote aux législatives, ce que moi j'ai remarqué, c'est effectivement l'augmentation du vote des femmes. À peu près 32% ont voté pour RN, ce qui est complètement nouveau. D'où la nécessité pour nous, quand on cible à la fois les catégories professionnelles pour les inciter à se syndiquer, puisque je rappelle que l'intérêt, ce serait quand même de faire entrer dans la syndicalisation toutes ces catégories professionnelles pour qu'elles puissent s'éloigner de l'imposture des solutions RN. Ce qui est très très important aussi, qu'on doit bien mettre en avant à la CGT, ce qui est déjà le cas quand même de l'UGIC, c'est la syndicalisation des femmes.
parce que non seulement les femmes, il faut qu'on prenne en compte leurs difficultés, déjà, comme vous l'avez dit, revaloriser les métiers à prédominance féminine, le fait d'éradiquer une fois pour toutes les écarts salariaux entre hommes et femmes et toutes les problématiques qu'elles ont déjà dans l'emploi qui fait que, on le sait, il y a, en fin de carrière, c'est à peu près, sans la pension de réversion, là, entre les hommes et les femmes, il y a une différence de 40% de pension de retraite. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce que moi je pense, c'est que si en plus on arrive à convaincre les femmes sont au centre de toute la vie sociale, comme vous l'avez dit. C'est à la fois, ne serait-ce que parce qu'elles sont en charge des responsabilités familiales, qu'elles ont une double journée, donc c'est elles qui sont à la fois, je m'occupe des enfants, je les amène à l'école, je m'occupe de la cantine, de la crèche, de ceci, de cela, et de voir se dégrader les services publics autour, étant donné qu'elles sont centrales, donc elles en souffrent, certaines vont choisir le RN, mais moi je pense que si un jour on arrive vraiment, et il faut vraiment convaincre les femmes qui sont aujourd'hui quand même au niveau du travail maintenant à quasiment 50%, on arrive à convaincre l'association dont elle fait partie, un nombre énorme on touche énormément de monde. Ça ne veut pas dire que les hommes n'aient pas de vie sociale, mais les femmes sont au centre effectivement de la reproduction sociale. Donc ça, c'est vraiment un enjeu syndical. Je finirai juste là-dessus, sur le fait de bien penser que la lutte contre l'extrême droite, on a oublié de dire, je ne sais plus, c'est à peu près les 3 ou 4 motivations. Donc pouvoir d'achat, immigration, sécurité, santé. C'est le grand combo, d'accord. Donc il ne s'agit pas pour nous de reprendre les thèmes du RN, mais de savoir, quand vous êtes un délégué syndical, comment je réponds à des salariés qui ont ce genre de propos racistes. Mais ce mélange, ce vote polymorphe, évidemment, par rapport au pouvoir d'achat, nous, on doit répondre à ça. Donc, je répète, sur les difficultés économiques de vie aussi, et donc des femmes. Donc, on doit arriver à tisser un discours là-dessus pour combattre ces idées et ne pas oublier que, en fait, la lutte contre l'immigration passe par le fait d'avoir un vote qui, quand même, qu'on le veuille ou non, adhère, est un vote raciste. Quand on nous dit, il y a 2 types de vote RN. Vous avez le militant convaincu qui, lui, considère qu'il faut absolument virer tous les immigrés ou, en tout cas, ne pas leur permettre d'avoir les mêmes aides sociales, etc. Et vous avez des autres électeurs qui, même s'ils ne sont pas convaincus que c'est un vote raciste, en tout cas, prennent l'option de voter. C'est pas anodin de mettre un bulletin de vote. On peut être en colère, mais ce n'est pas anodin de voter. Et en France, ça a beaucoup d'importance, sachant que quand on voit la tranche d'âge, les 50-59 ans qui votent, c'est pas qu'un vote contestataire. Je ne suis pas politisée, j'ai 20 ans. Pas du tout. C'est un vote quand même qui est construit. Et ce vote d'adhésion, le motif principal, c'est quand même donc le racisme. Et donc d'intégrer dans nos combats syndicaux considérer que ce n'est pas un sujet sociétal, c'est un sujet social qui a des conséquences après pour les travailleurs et les travailleuses. J'en parlerai après, puisque notre volonté à nous, Lugic, c'est d'organiser aussi, notamment les personnels d'encadrement qui sont victimes de racisme, de permettre aux personnes racisées de s'organiser. Oui, Félicien Faury, entrons plus dans les détails justement de cet aspect raciste. Il faut sans doute préciser de quoi il s'agit. C'est plutôt un racisme ordinaire. On va dire que c'est pas majoritairement dans les gens que vous décrivez, c'est pas une vision du monde structurée par une suprématie blanche, c'est pas un fascisme au sens mussolinien ou hitlérien, c'est une xénophobie à caractère ethno-racial. Et donc quand on dit immigration, on ne pense pas à toute l'immigration. La seule définition qu'on connaisse de immigré, c'est celle de l'INSEE, à savoir quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Là, ça vise une certaine partie des immigrés et pas ceux qui viennent d'Allemagne, par exemple. Oui, absolument. Toutes les migrations ne se valent pas et il y a des frontières ethno-raciales en fait dans les hiérarchies qui sont faites vis-à-vis de l'accueil et vis-à-vis des perceptions des immigrés. Et en plus, ce qu'on appelle immigrés, c'est très rarement sur mon terrain, et en fait pas seulement sur mon terrain, c'est très rarement des immigrés au sens strict qu'on désigne. Ça va être en fait des personnes qui sont souvent françaises, qui sont d'origine immigrée, mais on se demande au bout de combien de générations on va continuer à dire... ça fait beaucoup de gens aussi, on compte. Exactement. Mais cette question du racisme, elle est très importante, notamment parce qu'elle est très délicate. C'est que d'un côté, je pense que c'est un manque de lucidité que de ne pas voir et de refuser en fait de voir qu'il y a du racisme qui nourrit le vote RN, que
c'est en fait au cœur aussi de la montée de l'extrême droite. C'est quelque chose qu'il faut accepter de regarder en face, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et en même temps, il faut faire très attention à ne pas essentialiser en fait cette question. Le racisme, c'est l'expression et l'exercice d'un rapport social, d'un rapport de pouvoir. Et de la même façon que le sexisme, c'est des enjeux de pouvoir entre groupes sociaux essentialisés qui sont à l'œuvre. C'est pas du tout une essence, c'est pas du tout une personnalité, et les gens ne sont pas condamnés au racisme. Une fois qu'on aura attaqué la structure, une fois qu'on aura attaqué l'idéologie, mais du quotidien en fait ordinaire qui se manifeste, les personnes ne sont pas condamnées à voter RN et ensuite à manifester du racisme. Et vous avez dit quelque chose qui était très important pour moi. Oui, vous évitez d'ailleurs dans le livre de coller une étiquette infamante comme ça aux gens. Vous décrivez des processus sociaux. C'est la pire erreur. C'est d'un côté un manque de lucidité qui serait de ne pas voir cette question-là, et de l'autre de penser que c'est une affaire de personne, une affaire de personnalité, une affaire de caractère et une affaire de condamnation morale. Moi, je fais très attention à ne jamais dire que par exemple ces individus sont racistes. C'est ça. J'ai une forme d'anti-essentialisme primaire, c'est des formations professionnelles. mais il me semble qu'il a été dit, c'est très important, c'est que la question raciale n'est pas une question sociétale ou identitaire. C'est pas une question d'identité, c'est une question d'inégalité en fait, parce que justement il y a la question des discriminations qui sont aussi des discriminations de salaire et qui sont à l'œuvre dans l'espace public mais aussi dans le monde du travail. Et donc c'est des questions matérielles. Si vous voulez, quand vous faites discriminer à l'embauche ou à l'emploi, on va pas vous dire c'est du sociétal, c'est-à-dire c'est des questions très très matérielles. Et même du côté des personnes qui peuvent exercer à leur échelle du racisme, ça renvoie à des questions et à des représentations économiques et matérielles. Et donc c'est très important de comprendre que la question raciale est une question sociale proprement, qui a à voir avec du matériel et qui donc est aussi à combattre au nom d'une émancipation également socio-économique. Perspective, Clément Olivier. Ces enjeux de racisme, ils ne datent pas du FN, ils ne datent pas du RN, c'est quelque chose qui traverse la société. Est-ce que vous diriez que le vote RN, c'est la forme ou une forme que ça prend actuellement aujourd'hui ? Parce que la droite traditionnelle d'il y a quelques dizaines d'années, elle avait des aspects xénophobes également. Est-ce que le RN, du coup, c'est uniquement la forme actuelle que ça prend ? Alors c'est une question, en fait effectivement c'est très important d'insister sur le fait que l'extrême droite et ses électorats n'ont absolument pas le monopole du racisme. C'est une structure qui traverse l'ensemble de la société française, à nouveau comme le sexisme, et on en trouve dans tous les milieux sociaux, mais c'est exprimé sous des formes différentes. Et le vote RN, c'est une forme parmi d'autres d'expression de ce racisme, et c'est une forme électoralisée. Mais vous avez tout un ensemble d'autres pratiques discriminatoires qui sont émises par des personnes qui ne vont pas voter RN, qui ne vont pas avoir un mot plus haut que l'autre dans les enquêtes d'opinion, mais qui vont avoir une pratique silencieuse en fait de la persévérance des inégalités ethno-raciales. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui vont avoir peu de ressources sociales en fait pour mettre en œuvre un pouvoir discriminatoire ou ségrégatif, mais qui du coup à leur échelle et avec un outil qui est gratuit en quelque sorte, qui est le vote, vont voter en l'occurrence pour le Rassemblement national. Donc ce à quoi on assiste, c'est pas une montée du racisme avec la montée de l'extrême droite. C'était ça ma question, exactement. Ouais. C'est ce à quoi on assiste, c'est une électoralisation des affects racistes. Et une électoralisation qui se fait de plus en plus au profit uniquement du Rassemblement national, qui est en fait le parti qui est jugé le plus crédible sur les questions migratoires et sécuritaires depuis 40 ans en fait, qui rabâche sans cesse cette même promesse électorale de le racisme comme promesse d'émancipation sociale en fait, en quelque sorte, c'est ça qu'il faut aussi regarder en face. Et les autres formations politiques parfois lui ont emboîté le pas, ce qui a contribué en fait, ce qu'on voit en sciences politiques, c'est ce qui contribue à le légitimer et à ne pas lui voler des électeurs, en tout cas sur le long terme. En fait, ça nous amène au sujet des idées, des opinions dans la société française et de leur traduction électorale. Il y a un collègue à vous qui s'appelle Vincent Tibéry, un politiste qui vient de sortir un livre qui s'appelle Droitisation française, mythe et réalité au PUF. En fait, il travaille depuis longtemps sur ces questions de droitisation. Et globalement, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la société française, elle est plus progressiste et ouverte que jamais dans son histoire, si on regarde les opinions qu'ont les gens, les valeurs qu'ils portent, etc. Mais c'est sa traduction électorale qui ne l'est pas. La droitisation, elle est électorale.
électorale, Félicien Faury. Oui, c'est ça, c'est que les résultats de Vincent Tibéri ne doivent absolument pas être compris comme un paradoxe au sens strict par rapport à la montée de l'extrême droite. C'est ce qui monte, c'est qu'il y a une montée de la tolérance. Bon, moi je n'utilise pas ces catégories, mais il y a une montée de l'expression de tolérance et d'acceptation vis-à-vis des minorités de genre, vis-à-vis des minorités ethno-raciales. Et par contre, les personnes qui ne partagent documenté, pas... pardonnez-moi, je complète juste par des enquêtes de fond, Absolument. C'est pas une impression de Vincent Tibéri, c'est des enquêtes de fond. Ouais. C'est pas une impression, et macro, et justement, il y a vraiment des données très solides qui sont très compliquées à mettre en place sur le temps long, parce que c'est ça un peu l'argument, c'est qu'il fait des études longitudinales et c'est très très compliqué parce que c'est pas les mêmes questions, donc c'est un véritable travail de fourmi, je passe le détail, mais c'est vraiment admirable ce travail. Et ce qui montre, c'est que par contre, ce qui a changé en quelque sorte, c'est que je simplifie bien sûr, mais il y a de moins en moins d'intolérants, mais par contre les intolérants qui restent, ils votent RN. C'est-à-dire ce qui n'était pas le cas avant. Et même, je pense qu'on pourrait dire que les formes de progression de la norme de non-racisme, on pourrait dire, qui sont le résultat aussi de lutte par les mouvements antiracistes, ça crée aussi ce qu'on appelle du backlash, ça crée un retour de bâton. Et ça, c'est en quelque sorte, si on veut une note d'optimisme, la montée de l'extrême droite, c'est aussi le signe de ça. C'est aussi le signe qu'il y a eu des progrès en face, en quelque sorte, et que du coup, effectivement, il y a des personnes qui refusent ça et qui du coup vont voter de manière plus extrême, par exemple pour l'extrême droite. Et de la même manière que sur les questions de genre, ça a créé l'espace d'une période du backlash, et c'est peut-être encore le cas, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il y ait ces émancipations. On a la même chose, me semble-t-il, sur les questions raciales ou coloniales, avec quelque part l'extrême droite qui est peut-être le champ du signe d'une certaine domination raciale, si on le regarde de cette manière-là. De ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle, mais de ce point de vue-là seulement. C'est sympa de parler de champ du signe à propos de quelque chose comme ça. Emmanuel Lavignac, je vous laisse répondre. Oui, moi il y a deux choses que je retiens là, dans votre discours qui m'intéressent. C'est la notion aussi de... En fait, l'important c'est de rendre visible ce discours raciste. Parce que on le voit dans le vote, effectivement, donc aujourd'hui, majoritairement, il s'exprime par le vote. Il s'exprime aussi par l'abstention. Parce que l'abstention, on parlait l'autre jour dans un autre débat du vote ouvrier, où 57% à peu près du vote ouvrier sur le RN, 46% d'abstention, et pas que le vote ouvrier d'ailleurs. Moi j'appelle ça un petit peu le vote par omission, c'est-à-dire que c'est un peu comme il y avait le fait de pécher par omission. Là, non, je vote pas RN, je ne vote pas du tout. Sachant que quand on a un RN qui est à un tiers des votants, on vote un peu pour ça. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la nécessité quand même de débusquer quand même ce vote raciste, et notamment dans les entreprises. Moi, je reviens sur ce que je disais au début. Il y a, un peu comme on l'a fait sur le sexisme et les violences sexuelles, il faudrait qu'on fasse un vrai travail, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire avec l'UGICT, de produire des questionnaires pour voir où est-ce qu'on en est sur les actes racistes dans l'entreprise. On a des retours, qui sont des actes, par exemple des personnels d'encadrement qui subissent du racisme parce qu'ils sont considérés déjà un peu comme une élite, ou en tout cas une population privilégiée, et quand elles sont racisées, du coup ça passe mal. On a des personnels d'encadrement qui gèrent des collectifs, pour le coup, parce que c'est leur fonction de manager, et il y a des propos et des actes racistes. Comment est-ce qu'on gère ça? Et pour l'instant, la CGT, nous, ce qu'on veut faire, c'est rendre la CGT comme accessible, que ces personnes-là puissent se dire: je vais à la CGT parce que j'aurai un accueil et je vais pouvoir m'organiser pour lutter contre ça. Si je parle de tout ça, c'est que c'est quand même un enjeu important dont on ne parle pas. Il ne s'agit pas de gagner qu'une bataille culturelle, en fait. Pour nous, syndicats, c'est d'aller dans le social, c'est de voir la réalité du racisme dans le social, le faire ressortir, le rendre inacceptable, en mettant un rapport de force, donc avec les personnes concernées, et d'ailleurs, et pas que, mais d'organiser déjà ça, d'accord ? Et pour rendre visible ça, on a aussi l'idée de mettre en place, comme je répète, comme on l'a fait pour les violences sexuelles, de faire ressortir les chiffres du racisme, les chiffres aussi antisémites des violences, d'accord, pour que les personnes qui ne sont pas victimes de ça se rendent compte. C'est ce qu'on a réussi à faire avec les violences sexuelles. Et je reviendrai après sur le backlash. Oui, alors il est possible qu'effectivement il y ait de moins en moins, ou que dure
que en gros le racisme se soit terminé au bout d'un moment. Bon, je caricature, hein, c'est ce qu'on disait. Bon. Sauf qu'on a, au niveau par exemple du féminisme, on a déjà connu des périodes glorieuses, on va dire entre guillemets, dans les années 70 où on pensait avoir beaucoup avancé, et on a eu un backlash terrible dans les années 80. Aujourd'hui revient les idées féministes, mais malheureusement on subit aussi déjà un retour. Et alors, juste une parenthèse, j'étais hier à un autre débat avec Femmes Solidaires, et il y avait une représentante du monde politique, j'ai oublié son nom, qui racontait que le jour même où il y a eu la dissolution faite par Macron, par le président Macron, ouais. Dans toutes les organisations politiques, il y a eu des rendez-vous qu'entre hommes, terminé. Il n'y avait plus de femmes sur les plateaux télé, il n'y en avait plus. Donc je veux dire par là, c'est très fragile. Donc possiblement on avance. Je pense qu'effectivement, et pour le racisme, c'est très très lié, on est d'accord. Je reviens sur le fait qu'il faut le rendre visible. Je pense qu'il faut être quand même toujours très très vigilant, et je serais peut-être un peu moins optimiste quand même quand on a un RN au tiers des votants. C'est quand même un peu délicat. Félicien Faury. Non, mais effectivement, sur la question du travail. Moi, une des raisons pour lesquelles aussi j'ai travaillé dans le Sud-Est, c'était pour insister sur le fait que le vote RN, c'était pas seulement la désindustrialisation et les délocalisations, c'est aussi parce qu'en région PACA, il y a une économie résidentielle et touristique, donc la construction, le tourisme, etc., qui est très très développée sur des emplois, donc du coup ils sont non délocalisables. C'est le RN méridional et pas septentrional selon la typologie classique. Ouais. Les uns étant plutôt ouvriers, les autres ayant, on dit souvent, un RN plus identitaire, mais je vous laisse poursuivre, pardon. Oui, je vous ai coupé. Je suis pas sur ces... C'est ça, exactement. Voilà, sur ces catégories, mais par contre, effectivement, il y a des différences, je pense, en termes de classe et de type de profession, etc. Et notamment, il y a beaucoup de métiers de service, de ce qu'on appelle les métiers de contact, avec des contacts avec les clients. Et là, la question des discriminations raciales et notamment islamophobes vis-à-vis des personnes qui portent le foulard, etc. Dans les métiers de contact, il y a tout un ensemble d'enquêtes qui montrent que c'est particulièrement présent là-dessus. Il y a des témoignages de personnes qui portent le foulard et qui se mettent à faire certains métiers où justement elles ne sont pas en contact avec des clients parce qu'elles savent qu'elles se feront discriminer dans ces métiers de contact. Donc là, c'est un enjeu qui est très très important. Et effectivement, il y a sur cette question, moi on me pose beaucoup des questions vis-à-vis du vote RN, mais c'est bien normal parce que c'est mon enquête. Mais j'essaie toujours de dire que la lutte contre le racisme, c'est pas seulement pour faire baisser le Rassemblement national, c'est qu'en soi, c'est une mission syndicale, politique, etc., qui peut être défendue en soi, en quelque sorte, et pas seulement pour faire baisser le RN. Et juste un point sur l'importance du syndicat, c'est pour ça que je suis venu et que je suis très content de pouvoir discuter ici, parce que c'est une des choses qui m'a frappé, moi, sur mon terrain, c'est à quel point il y avait tout un ensemble d'énoncés qui circulaient sur les assistés, sur les immigrés, etc., qui circulent sans qu'il y ait de contestation ou de discussion. Et donc ça circule sous forme de l'évidence dans des groupes sociaux où il y a une forme d'hégémonie de ces idées-là, et où les personnes qui ne sont pas d'accord n'ont pas assez de ressources avec elles, n'ont pas assez de soutien pour pouvoir s'y opposer. Et s'y opposer concrètement, dans les conversations ordinaires. Et parce que je travaille dans des territoires où la gauche est minoritaire, etc. Et il me semble que ce type de discussion, notamment sur l'antiracisme, il me semble qu'elles sont efficaces si elles se placent dans des relations sociales relativement inégalitaires. Il y a un des problèmes de l'antiracisme, c'est lorsqu'on a l'impression qu'il vient d'en haut, par les élites culturelles, etc., ça donne l'impression on donne des leçons de morale, etc. Quand c'est dans le cadre de relations relativement, encore une fois, égalitaires, mais s'il y a toujours des écarts, ça a plus d'impact, me semble-t-il. Et là, du coup, le travail syndical, il me semble absolument nécessaire parce que c'est dans le cadre professionnel et ça permet de discuter avec les gens de manière sans qu'il y ait un risque potentiellement de surplomb, du moins j'espère. Et donc, cette question des sociabilités professionnelles via le syndicat, ça me semble particulièrement important. Et juste un dernier point là-dessus, c'est que je suis pas trop ces débats-là, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un ensemble de questions sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des personnes qui sont encartées au RN ou qui votent RN au sein des syndicats. J'allais y venir, c'était une question que j'allais poser. J'ai pas de réponse là-dessus sur la politique qui est adoptée, mais j'insisterai juste sur un point qui est que lutter contre le racisme, c'est plus consensuel et moins contestable en pratique que de virer les gens qui manifestent une préférence électorale, pour le dire un peu schématiquement.
En gros, c'est dur d'être contre la lutte antiraciste de manière nominale, quoi. Et donc le fait de lutter contre les idées, ça peut être tout aussi efficace et plus accepté dans les centrales syndicales, dans les sections, plutôt que de viser spécifiquement la pratique électorale. Oui, Emmanuel Lavignac, on sait qu'effectivement il y a une lutte aussi à l'intérieur des syndicats contre le RN dans les rangs syndicaux. Vous faisiez tout à l'heure le postulat que quand on syndique les gens, c'est un peu l'antidote au RN. Et pourtant, là on a un paradoxe qui est, selon les élections et selon les sondages, mais on a entre 20 et 25%, alors non pas d'adhérents de la CGT, mais de sympathisants de la CGT qui votent pour le RN. Votre réaction et votre réponse à Félicien Faury? Oui, alors effectivement, c'est un sujet pour nous, c'est un sujet à peu près dans tous les syndicats. Donc moi, je n'ai pas forcément les chiffres que tu avais, mais 20-25%, je l'entends forcément, puisque la CGT, la majorité de ses bastions sont dans le monde ouvrier. Donc forcément, on ne peut pas être complètement... Et puis elle n'est pas hors de la société. Donc, voilà, donc c'est tout à fait... J'ai envie de dire, je me félicite que ce ne soit pas 35% du coup, comme le... Mais voilà, mais c'est moins de toute façon que dans le reste de la société. Mais en dehors des satisfecit qui servent à rien... c'est un sujet qu'il faut traiter. C'est un sujet qu'on traite pour l'instant, comme il a été dit, d'une façon rigoureuse. C'est-à-dire que on n'accepte pas des gens qui font partie du Rassemblement national, mais il faut savoir que vous avez beaucoup de militants qui ne le disent pas de toute manière. Et surtout, on a une vigilance sur les mandats. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui prend un mandat. Et il y a eu d'ailleurs au sein de la CGT des personnes à qui on a demandé non, c'est pas possible que tu prennes un mandat d'élection professionnelle alors que tu as été sur une liste RN. Bon, mais là où je suis d'accord, c'est que ça ne suffit pas. Ça peut être même très mal accepté, compris, parce que d'un coup c'est une réponse violente sur quelque chose qui n'a pas été vraiment conceptualisé en amont, qu'on n'explique pas, et c'est bien pourquoi il faut avoir au sein des syndicats des collectifs antiracistes, des vraies luttes, un vrai discours antiraciste qui permet que de toute façon, quand vous avez devant le syndicat la bannière ici antiraciste, on imagine... de prévenir ça, c'est ça, oui. Forcément, tu vas avoir moins de militants. Vous allez avoir moins de militants RN qui vont venir voir une CGT qui est ouvertement antiraciste et qui en parle. Si on débranche un militant CGT parce qu'il s'affilie explicitement au RN, il ne sera plus à la CGT, mais il sera toujours au RN. Donc en fait, ça ne change pas le problème pour la société. Alors c'est vrai que ça ne change pas pour la société, mais quand même, ça change par contre beaucoup pour nous. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est du RN, et si vraiment il fait du prosélytisme RN dans un collectif de travail ou syndical, c'est quand même une catastrophe. Parce que là, c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on porte. Donc qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on lui dit tu n'es pas au bon endroit. Mais ça ne suffit pas, effectivement. Ça ne suffit pas. C'est une position moralisante en disant tu es un mauvais garçon ou une mauvaise fille parce que tu votes RN. Ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment construire donc cette fameuse lutte antiraciste, mais pas que. Je voulais aussi revenir sur quelque chose d'important. C'est que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, les coupables désignés des difficultés de revenus, de pouvoir de vie, de pouvoir d'achat des citoyens et des citoyennes, ce sont les immigrés. Il y a aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en place qui est très important, en dehors d'organiser les personnes racisées, comme je le disais, mais c'est quand même pas un détail, il faut vraiment le faire pour rendre visibles les acteurs racistes. C'est de construire un contre-discours et surtout un contre-discours économique, parce que jusqu'à présent, le capital ou le patronat, le capital et on va dire les puissances économiques ne sont jamais attaquées. Les personnes qui votent RN, leur grande ambition, et je peux le comprendre même si c'est triste, c'est d'accéder aux classes supérieures en fait, c'est se sortir d'une précarité sociale par le haut, mais ce n'est jamais remettre en question ce qui vraiment les oppresse, et notamment la réduction de leur pouvoir d'impact, de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire le fait de la privatisation. On parle de la santé, il n'y a pas que le désert médical, il n'y a pas que le manque de santé, il y a aussi le reste à charge pour les salariés où aujourd'hui pour se soigner ça coûte de plus en plus cher. Toute cette privatisation autour qui diminue tout simplement leur possibilité de vivre bien, de vivre mieux. En plus, ils se comparent aux générations précédentes, parce que les générations précédentes venues des 30 Glorieuses qui arrivaient avec un crédit possiblement gérable, avec des taux d'intérêt très bas, arrivaient à tout simplement avoir une maison, partir à logement, construire, être propriétaire, enfin tout ça aujourd'hui a disparu, mais on entend très très peu finalement
de critique de d'où vient cette oppression de l'austérité et le fait qu'on a contraint les salariés, forcément déjà on a réduit leur impact et leur fameux pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quand même primordial pour nous de dire que à gauche, il y a une possibilité d'avoir une vraie politique économique et qu'ils y croient, que c'est possible. Pour l'instant, c'est comme si on fonctionnait avec... Ils disent, c'est pas possible de bouger ça, on a tant d'argent possible, voilà, il y a un endettement, il y a un pouvoir d'achat, il y a, c'est pas possible d'améliorer ça. Donc en gros, pour partager le gâteau, il faut sortir les immigrés du jeu en fait. Donc là, il y a quand même aussi, en dehors de l'organisation et surtout éviter un discours antiraciste trop surplombant et moralisateur, de organiser les gens et après avoir un contre-discours économique que les gens nous croient. Félicien Faury, un mot de conclusion. Juste sur la question de vis-à-vis des syndicats, je pense qu'il faut distinguer les militants et les électeurs. Moi, j'ai appelé mon livre des électeurs ordinaires, c'était vraiment pour insister sur le côté, je ne travaille pas sur les militants, les sympathisants forcenés, etc. Et donc, c'est des personnes qui, au fond, pour qui la politique, c'est pas quelque chose de si important que ça, et c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc c'est des personnes qui peuvent voter pour le RN, mais si c'est pas des sympathisants qui sont très attachés en fait au parti, c'est des choses qui sont bougeables aussi, enfin qu'on peut faire bouger via du coup les sociabilités professionnelles spécifiques. Et ensuite sur la question de la classe sociale, des luttes de classe au fond, effectivement moi en fait j'insiste sur la question raciale dans mon livre, mais je passe aussi mon temps à parler des questions de classe sociale parce que c'est primordial. Et ce qui revient, c'est exactement ce que vous avez dit, cette métaphore du gâteau, de l'économie comme un stock fixe qui est à partager entre un nombre de plus en plus restreint de personnes, et donc il ne faut surtout pas faire venir d'autres personnes qui en plus sont considérées comme n'apportant pas de richesse. Cette métaphore du gâteau, elle revient souvent, et il y a même... j'ai fait un entretien chez une personne et on a partagé un gâteau, il me montre la brioche et il me dit voilà l'économie, là si on était plus nombreux, il faudrait la partager en plus de parts, etc. Qui est aussi une vision portée par l'économie dominante en fait, c'est là qu'elle se rejoigne. Il y a vraiment quelque chose à faire sur la alternative. C'est ça. Et le côté c'est un stock fini en voie de rétrécissement. Il me semble que il y a tout un ensemble de pédagogie à faire sur les représentations de l'économie. Et bref, moi ce qui revient, c'est un fatalisme de classe, effectivement. Et c'est un des gros problèmes qui est que y a des choses qui semblent possibles, même des choses en fait quand on y pense très ambitieuses. Arrêter l'immigration, c'est tout aussi ambitieux pour le dire comme ça que de répartir les richesses. Mais ça semble possible, l'immigration semble politisable, évitable, alors que la question de la répartition des richesses et de la réduction des inégalités capitalistes, ça paraît de l'ordre de l'infaisable. Ouais. On m'a dit souvent, qu'est-ce que tu veux y faire, de toute façon. Et c'est ce qu'est-ce que tu veux y faire, je pense que c'est ça qu'il faut arriver aussi à combattre. Merci Félicien Faury et Emmanuel Lavignac pour ce dialogue entre recherche et syndicalisme. Bonne fête de l'UMA à vous deux. Un salut fraternel également aux organisateurs du Forum social et un merci particulier à Joanne Postol qui nous ont permis de faire ces émissions ici dans des conditions particulièrement confortables. Merci bien sûr aussi à vous qui nous avez écoutés jusque-là. C'est le moment pour moi de vous inciter à vous abonner gratuitement à ce podcast. Cette émission ne dépend ni de la publicité ni de vos dons. Pour la soutenir, syndiquez-vous. Salut!